Europe Weekend, Wendy Bouchard. Il est 8h20, vous êtes sur Europe 1 et une fois n'est pas coutume, nous allons parler ce matin d'une des émissions qui a le plus marqué les Français. Je parle d'une émission télé. Vous reconnaissez ce générique ? C'est celui d'Apostrophe, qui aurait eu 40 ans cette année, 15 ans d'antenne le vendredi soir à 21h30 sur Antenne 2. Des millions de téléspectateurs suivent cette émission qui réunit des auteurs pour la sortie de nouveaux livres. On fume, on s'invective, on pense bien, on débat à haute voix et en direct, sous les yeux complices de Bernard Pivot. Bonjour Bernard. Bonjour. À un moment où l'on parle beaucoup de cette valeur, la liberté, vous n'avez pas la sensation de l'avoir totalement exercée en présentant cette émission ? Ah oui, alors le mot liberté me fait plaisir, vous avez raison de le prononcer. Liberté de parler, de critiquer, de s'engueuler même entre écrivains. Il y avait des moments de très bonne humeur, puis des moments d'engueulade, et j'essayais d'être un arbitre impartial. Ce qui est formidable quand on revoit ces émissions Apostrophe, et notamment vos grands entretiens, c'est qu'on se fiche du look, qu'on se fiche de la mise en scène d'une certaine manière. C'est une table basse et un cercle pour dialoguer avec cette cigarette. Comment vous expliquez 40 ans après que ça nous paraît si moderne ? Je pense que ça paraît moderne encore aujourd'hui parce que c'était naturel. C'était tout simple, il n'y avait pas de formule, il y avait une formule de toute bête. Effectivement, comme vous venez de le dire, 4 ou 5 écrivains autour d'une table basse, oui. Puis ils parlaient tout simplement en direct. Alors je pense que le direct, c'est toujours quelque chose qui est important parce qu'il y a une prise de risque, aussi bien pour les écrivains qui étaient invités que pour moi, l'animateur. Et puis, il y a quelque chose qui correspond à un moment, vous savez, de cette époque, Apostrophe, c'est de 75 à 90, donc c'est un moment de la télévision, c'est un moment de la littérature, et tout ça concentré a fait une émission qui aujourd'hui, à ma grande surprise, est devenue une référence. Mais je suis sûre que l'une des recettes aussi, c'est le fait que vous possédiez bien la belle langue française, qu'on a plaisir à vous entendre, parce que c'est léché, parce que c'est intelligent, et on rentre dans vos confidences. Vous présentez d'ailleurs, pour ces grands entretiens qui sortent en DVD, ce sont vraiment des ouvrages magnifiques, vous présentez largement en introduction tous les auteurs que vous avez rencontrés et que vous allez recevoir, notamment Vladimir Nabokov. Alors ça, c'est l'un de vos premiers invités. Entretien en tête-à-tête, il a publié Lolita, et vous acceptez de lui fournir les questions en amont pour qu'il puisse rédiger ses réponses, parce qu'il ne supporte pas d'improviser, il a besoin de cette écriture pour se soutenir. Ah oui, non, mais c'était un très grand écrivain, mais un grand écrivain orgueilleux. Il ne voulait pas lâcher des propos auxquels il n'est pas auparavant réfléchi. Et moi, j'avais une admiration sans borne pour Nabokov. Pour moi, c'était un des grands écrivains du XXe siècle. Et donc, pour l'avoir sur mon plateau, je lui ai dit, écoutez, je vous enverrai mes questions par écrit. Et il m'a répondu, et moi, je répondrai aussi par écrit, et je lirai mes réponses aux téléspectateurs. Et on ne doit jamais accepter ça dans une vie de journaliste. Oui. Moi, j'ai accepté parce que je me suis dit, Nabokov, ça vaut le coup de mettre sa fierté dans sa poche et son mouchoir par-dessus. C'est un grand moment de télévision, si bien que vous camouflez avec une série de livres accumulés sur la table ces notes, et voici un petit extrait de Nabokov. Je vais vous poser tout de suite la première question. Il est 21h47 47 secondes. D'habitude, Vladimir Nabokov, que faites-vous à cette heure-ci ? À cette heure-ci, monsieur, je suis sous mon édredon, avec 3 oreillers sous ma tête, en bonnet de nuit, dans ma modeste chambre à coucher, qui me sert aussi de cabinet de travail. Une lampe de chevet bien forte, le phare de mes insomnies, brûle encore sur ma table de nuit, mais sera éteint dans un moment. Et maintenant commence le débat intérieur. Prendre ou ne pas prendre un somnifère. Alors, ma chambre modeste, c'était quand même une chambre au vieux palace de Montreux. Oui, mais on sent cette précision des mots. Quelque part, il avait raison de s'amuser à l'exercice en écrivant tout cela. C'est un magicien et c'est un grand séducteur, Nabokov. Moi, j'ai été très sensible à sa séduction de paroles, de sa culture tellement immense, et puis son humour. Plus de 700 émissions d'Apostrophe. Honnêtement, combien vous ont marqué sur ces 700 ? Et de combien vous vous souvenez précisément ? Solzhenitsyn, Nabokov, Duras, Yourcenar, Simenon, terrible parce qu'il parle du suicide de sa fille Marie-Jo. C'est terrible, c'est un moment effrayant. Et puis Jean d'Ormesson, qui est quand même venu souvent. Un entretien magnifique aussi avec Albert Cohen, que vous allez voir chez lui, hommage à sa mère. Écoutons Albert Cohen. Ce livre, je l'ai écrit pour venger ma mère. Venger de quoi ? De son fils. Oh, vous étiez pourtant un bon fils. Par saccade. Mais les fils sont une engeance affreuse. Ils sont jeunes et, vous le disiez tout à l'heure, ils ne savent pas que leur mère est mortelle.
C'est sublime, ça. Oui. Sublime, ce dialogue avec Alors, Albert Cohen. Il a toujours porté dans sa vie comme un péché majeur, une faute épouvantable, le fait d'avoir eu honte de sa mère un jour, à la sortie du lycée, je crois, à Marseille, je crois. Et donc ça, c'est une blessure qu'il a toujours portée, et c'est pour ça qu'il a écrit un livre absolument admirable sur sa mère, Albert Cohen, et il en parle avec gravité et douleur. Heureusement que nous avons ces grands entretiens, heureusement que nous avons Lina aussi pour revivre ces moments oui, du bien patrimoine télévisé. Bernard Pivot, pour ces grands entretiens, en dehors de Nabokov et de Marguerite Duras, vous allez enregistrer au domicile de ces personnalités. On a entendu Albert Cohen, c'était chez lui. C'est ce que faisait aussi pour le cinéma François Chalet. Ça donnait quelque chose de confidence particulière. Oui, j'allais chez les gens, mais un peu comme un prédateur. C'est-à-dire que j'arrivais 1 heure après l'équipe technique, j'enregistrais en direct, tout de suite, comme ça, 1 heure et quart, et puis je repartais. Mais il y a pratiquement pas de montage dans toutes ces émissions. Je ne faisais pas comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on enregistre des heures et des heures, puis on pense qu'on a de meilleur. Je trouve qu'à ce moment-là, on falsifie un peu la vérité de l'écrivain. La vérité de l'écrivain dans ses grands entretiens, des joutes verbales aussi très fortes, l'opposition sur la chanson, art majeur pour Guy Béard, art mineur pour Serge Gainsbourg. On pense à Ferré que vous avez reçu, à Brassens également, à Hergé, à François Mitterrand. Et puis, cet échange de syntaxe très très beau entre Claude Agege et Raymond DeVos, avec cette question, peut-on bien parler une langue si on l'écrit mal ? Ce sont toutes des questions qui se posent encore. Hein. Vous savez, entre DeVos et Agege, il y a eu une rencontre assez phénoménale. Ils se sont séduits l'un l'autre. Agege a fait un compliment extraordinaire à Raymond DeVos en lui disant qu'il était un humoriste extraordinaire. Et DeVos, ensuite, s'est cru obligé de dire que le livre de Agege était son livre de chevet, alors que c'était un livre quasiment illisible quand on n'est pas linguiste. Ça a été un des grands moments d'apostrophe. Oui. Sous vos yeux, heureux et complices à chaque fois. Ben oui, parce que ce sont des rencontres heureuses. On ne sait pas ce qui va se passer dans une émission en direct. Vous faites venir 3 ou 4 personnes, ce qui souvent ne se connaissent pas. Pensez bien qu'Agege et DeVos ne se connaissaient pas. Et tout d'un coup, il y a un miracle. Avec la cigarette, avec l'alcool à gogo. Ah oui, à l'époque. Oui. Ça, c'est amusant parce que quand on regarde les émissions d'Apostrophe, tout le monde fume. Alors, il y avait quand même une émission où on fumait plus qu'Apostrophe. C'était dans l'émission de Pollack. Droit de répondre. Mais enfin, chez vous, on fume pas mal. Et puis, il y a même un plan sur la bouteille de blanc que vient de descendre Charles Bukowski sans aucun problème. Oui. Non, à l'époque, il n'y avait pas le CSA n'était pas là à vous chicaner sur le moindre écart. Ça donnait un ton particulier. Oui, bien sûr. Et quand on regarde les dernières émissions de Bouillon de Culture, alors évidemment, plus personne ne fume. Et puis, les hommes n'ont plus de cravate non plus, ça change. C'est là où, dans une émission sur 30 ans, on voit l'évolution des mentalités et de la société française. Oui. En tout cas, c'est une émission qui fête ses 40 ans apostrophe et dont on redécouvre avec vraiment délice vos grands entretiens, Bernard Pivot, qui sortent. C'est le volume 3 avec Lina dans un coffret qu'on aura plaisir à offrir à Noël parce que c'est vraiment un bonheur de vous réécouter face à Albert Cohen, Marguerite Yourcenar, Françoise Dolto, Georges Simenon, pour en citer quelques-uns, avec ce générique culte. C'est vous qui l'aviez choisi ? Oui. À Noël, il y avait les 2 concertos de Rachmaninoff et j'ai écouté le numéro 1, qui est beaucoup moins connu que le numéro 2, et à un moment, j'ai entendu cette petite envolée du piano, je me suis dit, tiens, ça doit être apostrophe, ça. Et voilà, et c'est comme ça qu'il s'est vendu des milliers de disques du concerto numéro 1 de Rachmaninoff, joué au piano par Byron Janis. Merci beaucoup, Bernard Pivot. Merci beaucoup.